Imaginez poursuivre un objectif depuis des années et quand vous l'atteignez enfin, vous ressentez rien. Ouais, c'est ce qui est arrivé à Armin dans l'attaque des Titans au moment précis sur cette plage. Pour lui, la mer, c'était pas juste une ligne dans un livre interdit de son enfance. C'était sa raison de respirer, son étoile polaire. Et là, après avoir vu ses amis mourir les uns après les autres, il y est. Mais regardez-le bien, oubliez le décor 2 secondes et fixez ses yeux. Ce que vous voyez là, c'est pas le bonheur d'un gamin qui découvre l'océan. C'est le visage de quelqu'un qui réalise que son rêve vient de se transformer en prison. Ce coquillage qu'il serre dans sa main, pour moi, c'est pas un souvenir. C'est le dernier vestige de son innocence qui est en train de lui filer entre les doigts. C'est là qu'on comprend la cruauté d'Isayama. Il nous offre le moment le plus attendu de toute la série pour nous montrer en fait que tout est déjà brisé. Sur cette plage, le petit Armin qui rêvait dans sa chambre est mort. Et ce qui est encore plus dur, c'est qu'il réalise qu'il vient de perdre son meilleur ami, sans même qu'ils aient eu besoin de se dire un seul mot. Comment un moment aussi pur peut devenir une tragédie pareille? Pourquoi au moment précis où il touche enfin son rêve, Armin se rend compte qu'il a déjà tout perdu? Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé sur cette plage, il faut qu'on revienne un peu en arrière, bien avant le sang et les larmes. On retourne à Shiganshina, là où tout a commencé. À l'époque, les gens vivent comme du bétail en cage, et le ciel ressemble plus à un plafond qu'à autre chose. Dans ce monde-là, poser des questions, c'est dangereux. L'ignorance, c'est la seule façon de ne pas devenir fou. Et au milieu de tout ça, on a ce petit gamin chétif, Armin, qui se fait harceler parce qu'il est juste trop curieux. Contrairement aux autres qui jouent à la guerre, Armin fait le truc le plus rebelle possible. Il lit. Il a ce bouquin interdit hérité de son grand-père qui parle de terre de glace et de plaine de sable. Mais surtout, il parle de cette immense étendue d'eau salée, la mer. Pour les autres, c'est une légende débile. Pour Armin, c'est sa seule vérité. La mer, il ne la veut pas pour se baigner, il la veut parce qu'elle est l'exact opposé des murs. C'est la promesse que l'ailleurs existe bel et bien. Et ce qui est beau, c'est que ce rêve, il va le partager. C'est ça qui va sceller son amitié avec Eren. Mais si vous regardez bien, dès le départ, il ne voit pas la même chose. Quand Armin parle de la mer, ses yeux brillent pour le paysage. Eren, lui, s'en fiche des poissons ou du sel. Ce qu'il entend, c'est qu'on lui interdit d'y aller. Eren le dit lui-même. On n'a pas la liberté d'aller la voir. Pour Armin, la mer est un but magnifique. Pour Eren, c'est une preuve de son oppression. À l'époque, on se dit que c'est qu'un détail, mais en vrai, c'est déjà là que la tragédie commence. Ils se construisent là-dessus avec Mikasa. La mer devient leur refuge secret, leur utopie. C'est un rêve d'enfant pur sans aucune ombre. C'est cette idée que de l'autre côté, tout ira forcément mieux. Le problème, c'est que leur rêve était parfait, mais le monde, lui, ne l'était pas du tout. Et puis vous connaissez la suite, tout bascule. Le titan colossal apparaît, le mur Maria explose et avec lui, c'est toute la sécurité de leur enfance qui part en fumée. Le rêve de découvrir le monde devient un cauchemar où c'est le monde qui vient les dévorer. La mère d'Eren meurt, leur vie est détruite, l'aventure laisse place à la vengeance. À partir de là, la route vers la mer n'a plus rien d'une balade. C'est une traînée de cadavres, chaque mètre gagné se paie en vie humaine. Et Armin, le gamin fragile qui préférait les livres, est obligé de devenir un soldat. C'est là que ça devient tragique. Son esprit, qui servait à imaginer des paysages, doit maintenant servir à imaginer des façons de tuer. Armin comprend que pour gagner, il doit être impitoyable. C'est lui qui transforme Eren en arme à Trost. C'est aussi lui qui piège Annie, une de ses camarades, et c'est encore lui qui ment à Berthold en jouant avec ses sentiments pour le déstabiliser. Chaque victoire lui laisse une cicatrice invisible. Le rêve de la mer est toujours là, quelque part, mais il commence à s'effacer derrière la fumée des combats. Le vrai point de non-retour, c'est Shiganshina. Vous vous souvenez de ce choix impossible? Le bataillon est coincé et Armin décide de faire le sacrifice ultime. Il se laisse carboniser vivant par le souffle de Berthold, en restant conscient jusqu'au bout. Il s'offre à la mort avec une seule image en tête pour tenir, la mer. Et il aurait dû mourir là-bas, mais Levi fait un choix de pur instinct. Il laisse partir Erwin, le grand commandant, pour sauver Armin, le petit rêveur. Armin se réveille, mais le prix à payer est monstrueux. Pour rester en vie, il a dû dévorer Berthold, un gamin de son âge qui hurlait et l'appelait à l'aide. À ce moment-là, Armin n'est plus seulement Armin, il devient le porteur du colossal, celui qui a survécu à la place d'une légende. Il a littéralement mangé un humain pour respirer. Et pour couronner le tout, ce qu'il découvre dans la cave, c'est pas la liberté. C'est la pire des vérités. De l'autre côté de l'eau, il n'y a pas que des merveilles, il y a des gens qui les détestent, qui les traitent de démons et qui veulent les raser. Le monde extérieur n'est pas une page blanche, c'est un champ de bataille à l'échelle planétaire. C'est avec tout ça sur le cœur, le poids d'Erwin, le sang de Berthold et cette vérité atroce, qu'Armin arrive enfin sur cette plage. Le rêve est là, juste devant lui, mais Armin, lui, il est déjà en 1000 morceaux. Et nous y voilà, sur cette plage. C'est une scène d'une beauté presque irréelle, une parenthèse de calme après des années de chaos total.
On entend le bruit des vagues, on voit cette lumière douce, c'est exactement ce qu'il y avait dans le livre. Même Levi a l'air d'avoir enfin trouvé un peu de paix. Mais au milieu de tout ça, il y a deux personnes qui sont déjà ailleurs, Armin et Eren. Et c'est là que le rêve tourne au cauchemar. Regardez bien Armin, il avance dans l'eau et il finit par ramasser un coquillage. C'est un objet tout simple, presque banal. Mais Isayama a expliqué que ce coquillage est la preuve concrète que son rêve existe bel et bien. C'est un fragment du nouveau monde. À ce moment-là, Armin essaye désespérément de redevenir le petit garçon de Shiganshina. Il tend le coquillage à Eren, comme pour lui dire « Regarde, on a réussi, c'est réel, tout ce qu'on s'était promis, c'est là, dans ma main. » C'est son dernier appel au secours pour sauver leur amitié. Sauf qu'Eren ne regarde même pas le coquillage. Eren, il regarde l'horizon. Pour lui, c'est juste un nouveau mur liquide qui le sépare de ses ennemis. Et là, ce qu'il voit au loin, c'est le plus grand obstacle de sa vie. Une humanité entière qui veut sa mort. Le fossé entre les deux garçons est devenu un abîme. Armin regarde le présent, la beauté du détail. Eren regarde le futur, la menace globale. Et puis, Eren parle. Et ses mots, c'est comme s'il enterrait Armin vivant. Il pointe le doigt vers l'horizon et demande « À votre avis, si on tue tous nos ennemis, ceux au-delà de cette mer, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté ?» Armin regarde son ami d'enfance et il ne le reconnaît plus. Le visage d'Eren n'est plus celui d'un adolescent, mais celui d'un homme déjà résigné à commettre l'irréparable. Armin comprend à cet instant que le gamin qui rêvait avec lui est déjà parti. Mais pourquoi le visage d'Armin se décompose à ce point? Eh bien, parce que tout s'effondre en même temps. D'abord, il se prend le syndrome du survivant en pleine face. Chaque vague qui s'échoue lui rappelle qu'Erwin n'est pas là pour voir ça. Armin se sent comme un imposteur qui a volé la place d'un héros. Le poids d'Erwin est sur ses épaules, et la beauté du paysage rend ce poids encore plus insupportable. Ensuite, il y a le fardeau du colossal. En touchant cette eau, il ne peut pas s'empêcher de penser que maintenant, il est le dieu de la destruction. Il pourrait faire bouillir cette mer en un instant. Comment oublier qu'il a dû manger Berthold pour être ici? Et le coup de grâce, c'est la culpabilité. Armin réalise qu'en montrant son livre à Eren, c'est lui qui a planté la graine de tout ça. Il voulait la connaissance, mais il a offert à Eren une raison de tout détruire. Le coquillage finit par rester là, seul, dans la main d'Armin. Eren ne l'a pas pris, c'est le symbole de sa solitude absolue. La plage n'est pas un paradis, mais un purgatoire. C'est l'endroit où Armin Arlette est officiellement mort, écrasé par le passé, la cruauté du présent et la terreur de ce qu'Eren s'apprête à faire. La mort d'Armin sur cette plage, elle n'est pas physique, elle est métaphorique, mais elle fait tout aussi mal. C'est la mort de l'enfant qui pensait que voir et savoir, ça suffisait pour être heureux. En atteignant son but, Armin ne trouve pas la liberté. Il trouve juste la preuve qu'il est dans une cage encore plus grande que les murs. Une cage faite de haine et de cycles de violence auxquels il ne pourra pas échapper. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette mort, c'est aussi une naissance. L'Armin qui repart de cette plage n'est plus le même homme. L'idéaliste un peu naïf est devenu un réaliste tragique. Il a vu le fond du gouffre dans les yeux d'Eren et il a compris que les beaux discours ne suffiraient plus. À ce moment-là, son petit coquillage, aussi beau soit-il, ne pèse plus rien face à la marge de l'histoire. C'est la naissance du stratège qui va devoir se salir les mains, non plus par accident mais par choix. L'ancien Armin aurait admiré le sacrifice d'Erwin. Le nouvel Armin, lui, comprend qu'il doit devenir celui qui empêche de tels sacrifices. Il hérite du pragmatisme d'Erwin tout en essayant désespérément de garder une part de son humanité, symbolisée par ce petit morceau de calcaire. Toute la fin de l'attaque des titans part de cet instant précis. Armin passera le reste de sa vie à essayer de réparer cette fissure. Il va devoir s'opposer à son meilleur ami, non plus comme un camarade, mais comme un ennemi idéologique. Cette scène de la mer, c'est le coup de génie absolu d'Isayama. Elle nous montre une vérité brutale. Parfois, réaliser son plus grand rêve, c'est la pire des punitions. C'est le moment où l'on comprend que le voyage était plus important que la destination, et que les gens avec qui on est parti ne sont plus du tout les mêmes à l'arrivée.